Voici donc ici la résolution des exercices du chapitre numéro 3 qui concerne les exercices sur les centres de gravité ainsi que les systèmes de force dits en équilibre. Premier exercice que vous pouvez voir ici. On a donc un ouvrage de 5 mètres de longueur avec les cotations qui sont fournies en décimètres. Le poids volumique à 1850 kg par mètre cube et la constante G de gravité à 10 mètres par seconde au carré. Donc moi ce que j'ai fait en premier lieu, j'ai scindé le mur en deux formes. Premier élément, c'est ici le petit rectangle, le deuxième, le triangle. Donc voici ici les valeurs des éléments. Donc 0,75 puisqu'on est à la mi-longueur des 1,50 m au niveau du sommet du mur. Donc le premier rectangle fait une largeur de 1,50 m, en la moitié ça fait 75 cm. Pour le deuxième, la coordonnée en X, ben là on est au tiers de la base. Donc c'est 50 cm restants par rapport au tiers de la base, plus 1,50 m, ça me fait bien XG2 qui vaut 2 mètres. Pour les surfaces, ça reste surface d'un rectangle et d'un triangle. Et pour trouver le volume, ben, j'ai chaque fois fait fois la longueur qui vaut 5 mètres. Ça m'amène par rapport à ça au point W1 au point W2. Ben, j'ai simplement pris le volume et j'ai fait fois combien? Ben, j'ai fait fois la masse volumique qui est de 1850 kg par mètre cube. Je l'ai transformé en kN par mètre cube. Donc retenez bien ceci. 1 kN, donc 1 kN, c'est égal à 1000 newtons et ça vaut 100 kg. Donc retenez bien, 1 kN égale 100 kg. Donc pour transformer les 1850 kg par mètre cube, ben ça me fait tout simplement ici 18,5 kN par mètre cube. Donc j'ai multiplié le volume V1 et V2 par la valeur de 18,5 kN par mètre cube. Ça m'amène ici à la valeur donc à 13,5 mètres carrés et 67,5 mètres cubes. Pour le poids total, j'arrive ici à 1248,75 kN. Et pour trouver la valeur de la coordonnée générale de notre centre de gravité, ben c'est 1 sur la surface totale fois xg1 fois S1 plus xg2 fois S2. J'arrive ici à la valeur de 1,17 mètres et même chose en Y à 2,67 mètres. Pour l'exercice numéro 2, donc on a un ouvrage qui fait 6 mètres de long, 2500 kg par mètre cube, ça fait 25 kN par mètre cube. Et donc là on s'aperçoit qu'en fait l'ouvrage est un petit peu plus complexe. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai décomposé cet ouvrage en 5 corps simples. Premier, c'est ici le rectangle, le deuxième, le petit triangle, troisième, le rectangle horizontal, quatrième, le rectangle vertical et cinquième, le triangle inversé. Donc, je vais partir dans le calcul maintenant des coordonnées des centres de gravité. Coordonnées de la surface 1, donc j'ai simplement les 1,50 m plus les 50 cm, donc ça fait les 2 mètres. Surface, c'est classique. XG2, ben je suis au tiers de la base de mon triangle, plus ben forcément les 2 mètres 50 qui séparent le centre de gravité de la forme numéro 2 au point O. XG3, ben, pas trop d'explications à donner là-dessus, c'est pas très compliqué. Par contre, pour ce qui est maintenant de la forme numéro 4, alors petite particularité par rapport à cette forme numéro 4, on s'aperçoit ici qu'en fait la coordonnée suivant Y est de moins 0,15. Pourquoi? Petite explication par rapport à ça. Pour le rectangle numéro 4, on a un élément qui est vertical. Il fait 130 cm de haut, donc avec ces 130 cm de haut, la coordonnée du centre de gravité est à 65 cm en hauteur, à la mi-hauteur. Or, je suis
au départ de ce rectangle à 50 cm au-dessus de l'origine des axes. Donc c'est la raison pour laquelle en fait le centre de coordonnées de gravité de notre rectangle 4 en fait est 15 cm plus bas que l'axe X. Et donc c'est pour ça que vous avez moins 0,15 mètres. Pour la forme numéro 5 maintenant, là on le voit ici, la coordonnée suivante Y, c'est au tiers de la hauteur, en décomptant bien évidemment aussi les 50 cm. Donc c'est pour ça qu'ici, par rapport au tiers des 130, on a décompté aussi la valeur des 50 cm. Cela m'amène aux surface totale, volume total et poids total. Donc pour le volume total, j'arrive à 85,8 mètres cubes et le poids total, je suis à 2145 kN. Je pars exactement dans le même principe pour la coordonnée suivant X et la coordonnée suivant Y. Donc pour cette coordonnée suivant X et suivant Y, c'est la formule générale que l'on connaît, et j'atterris aux valeurs de 2,72 et 3,01 mètres. Donc ce qu'il faut bien faire attention dans le calcul de X, c'est de bien mettre le signe à chaque fois positif de toutes les coordonnées en X, et même chose pour Y, pour le 3,01, vous devez garder la réponse de moins 0,15 m en Y, vous devez la garder avec son signe dans votre résolution. Exercice suivant maintenant. Donc là, pour les exercices suivants, on a donc un mur de forme trapézoïdale avec l'origine O pour le centre des moments. Vous voyez que c'est moi qui le donne. On a le poids volumique du mur à 2050 kg par mètre cube et la valeur de la force F à 200 kN. Alors la petite particularité ici, on ne montre pas où s'applique cette force F. On nous dit juste qu'elle est inclinée de 23 degrés et K de 26 degrés. Je commence d'abord la première des étapes dans le calcul, c'est de transformer le F en 200 kN en disant que c'est 20 000 kg. Et c'est ça qui va m'amener le calcul de la composante X ici de F et la composante Y de F. Donc pour trouver la composante X, je fais l'effort F fois le cosinus de l'angle d'inclinaison de 23 degrés. Et pour la composante Y, c'est la force F fois le sinus de l'angle d'inclinaison de 23 degrés. Donc avec ça, j'arrive à 18 410 kg,1 et pour FY à 7814,6. Je n'ai plus maintenant qu'à chercher les bras de levier. Donc K, bien évidemment ça c'est vrai que je ne le connais pas, j'ai pas la force dans l'énoncé. Premier bras de levier que l'on va calculer, c'est celui du centre de gravité de notre poids. Donc là j'atterris à la valeur de 1,17 m par la formule générale. Pour la force 2, 3 et 4 qui concerne la force F, je n'ai pas de distance par rapport à O de l'application de cette force, donc je n'ai pas de bras de levier. C'est pour ça que j'ai mis à chaque fois pas de données fournies. Je ne sais pas calculer le bras de levier. Pour la composante Kx, je suis à 6 mètres moins 3 mètres 50, donc je suis à 2 mètres 50 de haut. Et pour la valeur Ky, là elle passe par l'origine, donc je n'ai pas non plus de bras de levier. Une fois que j'ai ceci, je peux passer à l'équation numéro 1 qui est la somme des forces horizontales qui vaut 0. Et là je m'aperçois que je n'ai que deux forces. J'ai Kx qui va vers la droite et Fx qui va vers la gauche. Donc ça veut dire que ces deux forces se compensent
et que Fx vaut 18 410 kg. Pour Fy, ben là c'est pas très compliqué. On a Ky qui va vers le bas, donc on le met avec le signe moins, si on suppose bien évidemment que le sens des Y va vers le haut et le sens des X vers la droite. G va aussi vers le bas et Fy aussi vers le bas. Donc ben, je peux connaître très facilement l'effort Ky qui est l'addition de G et de Fy. Donc avec ça, j'ai la valeur de Ky qui vaut moins 35 489 kg. Et ce qui est intéressant de voir et d'observer, c'est que dans cet exercice, il n'y a pas de somme des moments. Pourquoi? Ben, ça ne sert à rien, j'ai pas de bras de levier suffisant. Donc, ben, je n'ai qu'à calculer la composante Kx et Ky en le faisant rentrer dans le théorème de Pythagore et en disant que K c'est l'hypoténuse, qui est ben, la racine carrée de Kx carré plus Ky carré. Et ça m'amène à 39 980 kg. Alors je dois faire par rapport à la réponse la transformation des kilos en kilonewtons. Donc retenez alors ceci dans le sens inverse, 1 kg c'est 1 centième de kilonewton. Donc je divise la réponse en kilos par 100 pour obtenir les kilonewtons et j'ai 399,8 kilonewtons. Si je dois interpréter maintenant le signe de cette réponse, ben je fais ceci, je me dis que par rapport au schéma, le sens d'application de K est celui représenté sur le schéma puisqu'il a une réponse positive. Et son intensité doit être celle calculée ici à 399,8 kN. Si ça avait été une réponse négative, ben on doit alors tout simplement changer le sens par rapport au schéma. Donc ça c'était un exemple introductif relativement simple. Ensuite, vous voyez qu'on va passer maintenant à des charges qui s'appliquent toujours sur des murs où on va calculer l'équilibre du mur, mais on va calculer cela avec des forces qui sont ici réparties et plus des charges concentrées comme on a ici à l'heure actuelle. On passe à l'exercice donc 1, le voici, où on a le poids volumique du mur à 23 kN par mètre cube et on a la pression P2 à 35 kN par mètre carré. Donc là, je vais commencer d'abord par le poids du mur, assez simple. 499,1 kN. Donc là, j'ai directement travaillé en kN. À l'exercice précédent, j'ai travaillé en kilo et j'ai fait la transformation en kN à la fin. Ici, j'ai directement fait la transformation en kN dès le départ pour avoir directement l'unité finale correspondante. Donc, la force Rx, je ne la connais pas, et la force F non plus. Je peux juste connaître la résultante de P2, qui s'appliquerait au tiers de la hauteur à 6,20 m. Donc, au tiers de 6,20 m, j'ai la résultante de 108,5 kN. Pour ce qui est maintenant des bras de levier, le poids, ça s'applique à la mi-largeur du mur. Pour la force Rx, ça passe par l'origine, donc j'ai pas de bras de levier. Pour Y, on me donne dans l'énoncé 12 décimètres, à savoir 1,2 m. Pour le bras de levier de la force 5, qui est la résultante P2, c'est le tiers de la hauteur, donc le tiers de 6,2 mètres. Je passe maintenant aux deux premières équations d'équilibre. J'ai donc ici F qui va vers la droite dans le sens positif des X, Rx qui va aussi vers la droite, et j'ai P2 qui est dans le sens inverse. Donc je peux dire que Rx c'est P2 moins F. Pour ce qui est maintenant de la somme des forces verticales, G et RY, en fait G va vers le bas, donc ça devrait être normalement moins G plus RY. Donc n'oubliez pas, peut-être ici, c'est moi qui ne l'ai pas dessiné dessus, mais d'aller écrire simplement
moins G plus RY. Donc avec ça, je trouve directement la valeur de G, qui est de 499,1 kN. Et une fois que ça est fait, en fait, vous avez quasi presque fait l'entièreté du travail, puisque la somme des moments par rapport à 0, vous devez juste vérifier celles qui tournent, les forces qui font tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, on va les considérer en positif, et celles qui font travailler et qui font tourner l'objet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est négatif. Donc je vais avoir RY qui est considéré en négatif, et P2 en négatif. Le poids G et la force F font tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc avec ça, quand je remplace l'équation, j'ai la valeur de F qui vaut moins 7,68 kN. Et je vais remplacer cette force F dans la première équation ici. Et ça me donnera la valeur de Rx à 116,18 kN. Donc grâce à ça, j'ai l'effort Rx, j'ai l'effort Ry. Je sais calculer l'effort R. Petite remarque, ne l'oubliez pas, comme vous avez un moins ici devant, et que l'effort F est négatif, vous devez mettre moins la valeur avec son signe de F. Donc c'est pour ça qu'en fait ici les deux font en sorte qu'on additionne la valeur de F. Mais normalement on doit conserver le signe ici moins. J'arrive à un R qui vaut 512,44 kN. Donc là qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la conclusion? Que pour que l'ouvrage soit en équilibre, il faudrait que la force F garde cette intensité, mais soit de signe opposé, ou de sens plutôt opposé, à celui représenté sur le schéma. Et R, lui, garde son signe sans aucun souci. Donc on a trouvé les deux réponses qui nous intéressaient, à savoir F et R. On peut passer ici maintenant à l'énoncé suivant, où là, par rapport à celui-ci, notre chargement triangulaire est incliné. C'est la seule différence que l'on peut avoir. Voici ici l'exercice. Donc on a toujours 25 kN par mètre cube pour le poids volumique du mur. On a la pression P1 ici maximale à 70 kN par mètre carré et P2 à 20 kN par mètre carré. Et on incline cette pression P1 de 20 degrés. Donc là on n'est plus comme avant sur un exercice où j'ai la même inclinaison du parement du mur avec l'inclinaison de mon diagramme triangulaire. Donc là, il va falloir que je calcule la vraie hauteur de mon diagramme triangulaire. Je vais d'abord m'atteler aux différentes forces. Donc là, qu'est-ce que je vois? J'ai le premier, le poids du mur, pas compliqué. Deuxième force très simple à calculer, P2, c'est base fois hauteur sur 2. Pourquoi est-ce que j'ai pu prendre ici 1 mètre pour la hauteur? Mon parement est vertical et mon diagramme de pression est vertical. Donc avec ça, je respecte la formule base fois hauteur sur 2. J'ai déjà la hauteur de 1 mètre qui est donnée. Par contre, pour ce qui est de la résultante P1, comme je vous ai dit, on doit calculer la vraie hauteur du chargement triangulaire. Pour ça, comment est-ce que je vais faire? Donc en fait, on va partir d'un petit schéma explicatif relativement simple. Le voici. Donc ça, c'est pour vous montrer comment j'ai trouvé la vraie hauteur H1 de mon chargement triangulaire. Donc je suis parti de l'idée de me dire, si j'ai 20 degrés ici,
il m'en reste 70 ici. Je connais la hauteur verticale de mon mur qui fait 9 mètres. Donc, comme ma hauteur est perpendiculaire à la base, je suis dans un triangle rectangle. Avec ça, je peux dire que le sinus de 70 degrés, c'est H1, côté en face de l'angle, sur l'hypoténuse, qui vaut mon parement de 9 mètres de haut. Donc avec ça, vous voyez qu'en fait, je peux retirer la valeur H1 en disant que H1, c'est 8,46 mètres. Très simple. Ainsi, je me dis que la valeur de la résultante P1 s'applique au tiers de cette hauteur H1. Et ce qu'il faut bien faire attention, et ça il faudra faire attention à cela le jour de l'interrogation ou de l'examen, c'est que dans la continuité de l'application de la force P1, mais si je continue et je prolonge cet effort P1, j'arrive ici sur un point du parement de mur. Et ce point, à quelle hauteur est-il? En fait, il y a une notion un peu comme Thalès de proportionnalité dans les distances. Ça veut dire que si je suis au point d'application pour H1 à son tiers ici, au tiers de la hauteur, si je continue l'effort P1, là, j'arrive normalement, comme vous le voyez, au tiers de la hauteur verticale de notre mur qui vaut 9 mètres divisé par 3. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est à partir de ce point-là qu'on doit calculer les bras de levier de l'effort P1. C'est pas à partir de ce point-là, puisque nos centres de moment O, il appartient au parement. Donc ce serait trop compliqué d'aller chercher les distances par rapport au point qui est le tiers de la hauteur H1 par rapport aux hauteurs numéro, donc on peut appeler H2 si vous voulez, qui est le tiers de la hauteur verticale du parement de 9 mètres. Donc voilà d'où vient la valeur de 8,46 mètres. Et j'ai plus qu'à faire la base, la pression max 70 fois la hauteur H1 divisé par 2. Et de là, qu'est-ce que je fais? Toujours quand vous avez une force oblique dans un système en équilibre, il faut toujours décomposer la force en deux, une force horizontale et une force verticale. C'est pour ça que vous voyez que je décompose en P1x et P1y. Donc fois le cosinus de 20 degrés et fois le sinus de 20 degrés. Pour nos bras de levier, là c'est pas très compliqué puisque on atterrit directement au tiers de la hauteur, à la moitié de la largeur du mur pour le poids. Pour Rx, il s'applique forcément sur l'axe où passe l'origine des moments, il n'y a pas de bras de levier. Et pour la force numéro 3, RY, on est juste à 80 cm ou 8 décimètres. Pour les autres forces maintenant, la force donc numéro 4 qui est F, c'est par le schéma. Et enfin, comme vous le voyez, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est important de calculer la vraie distance où s'applique la force P1 par rapport à O. Je suis à 9 mètres sur 3, donc à 3 mètres. P1Y, ça s'applique à l'origine, donc forcément je n'ai pas de bras de levier. Pour la force 6, c'est 1 tiers de la hauteur, donc c'est 1 divisé par 3. Alors voilà nos deux premières équations, donc P1x va vers la droite, F va vers la droite, et Rx et P2 vont vers la gauche. Pour Fy, c'est G et Py qui sont verticaux, et Ry qui est vers le haut. Plutôt G et Py qui sont vers le bas, et Ry qui va vers le haut. Donc je peux trouver directement la première étape, Ry en disant que c'est G plus Py. J'ai 438,77 kN. Passons maintenant à l'équation de moment. Donc là, je représente toutes les forces et je regarde celles qui font tourner l'objet dans le sens aigu d'une montre. Il y a P1x,
G et F. P2 et RY font tourner l'objet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc dans ce cas-là, je sais trouver directement la valeur de F qui vaut dans notre cas donc moins 97,8 kN. Et même chose, je vais essayer d'aller prendre cette valeur de F et aller la remplacer dans la première équation. Et je vais prendre cette force F avec son signe moins. Ce que je fais ici, donc vous voyez, je vais aller chercher Rx en disant que c'est F plus P1x moins P2, et F, je dois le prendre avec son signe, donc à moins 97,8 kN. Ça m'amène un effort final pour Rx de 170 kN, et pour trouver R, je fais le théorème de Pythagore. Même chose, si on veut que le mur soit en équilibre, il faut alors dans ce cas-là que F soit placé dans un sens opposé à celui représenté sur le schéma, et R garde ce sens représenté sur le schéma d'énoncé de départ. Donc, où il faut être très attentif, en fait, c'est à l'équation des moments. C'est là où la plupart du temps, les étudiants ne s'en sortent pas vis-à-vis des signes des moments. Donc, il faut être très attentif dès le départ à ça. Une fois que vous avez votre équation de moment, vous tombez à F, et la plupart du temps, ou à l'effort, je veux dire classique, qui vous manque pour finaliser l'exercice. Si maintenant, arrivé à la fin de l'exercice, vous souhaitez faire une vérification, vous n'avez qu'à remplacer F et R dans les trois équations, que ce soit somme des f de x qui vaut 0, ou somme des fy qui vaut 0, ou la somme des moments. Vous remplacez f et r dans les trois équations par 470 et f par moins 97,8, et vous verrez si les trois équations s'annulent. Si c'est le cas, forcément votre système est lui en équilibre. Le dernier exemple et dernier exercice est presque similaire à celui qu'on vient de finaliser ensemble. Donc je retrouve P1 incliné, P2 vertical, R incliné et F horizontal. Donc voilà les forces en présence. Donc la même chose dans le calcul de P1. Qu'est-ce qui était important de calculer? C'est la valeur de la hauteur, ici 8,2. Dans le calcul de P2, c'est 1,5 puisque forcément c'est un parement vertical et un chargement qui est aussi vertical, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre pour P1, on voit qu'on a une inclinaison de 20 degrés, mais on n'est pas sûr et certain de voir si notre parement est incliné de 20 degrés. Donc pour ça, vous allez devoir vérifier l'inclinaison du parement. Donc pour pouvoir effectuer cela, il faut se baser sur un schéma donc explicatif, relativement simple, mais c'est une étape élémentaire pour pouvoir effectuer le calcul. Donc on va s'attarder dans le calcul de cette hauteur. Donc voilà ce que l'on calcule, donc c'est l'effort ici, donc P1, qui va s'appliquer au tiers de la hauteur H1, et on doit nous essayer de savoir et de calculer l'inclinaison de notre parement par rapport à cette inclinaison de 20 degrés. Donc pour ça, en fait, dans l'idée même, c'est d'essayer de partir de notre mur et de le scinder en fait en deux. Donc on va s'attarder uniquement à la partie, comme vous voyez, triangulaire, et essayer par rapport à cette partie triangulaire de voir quel serait l'angle ici et quelle serait la distance par rapport au coin inférieur droit du triangle où s'appliquerait l'effort P1. Donc pour ça, je vais développer ce triangle, comme ceci. Donc, une fois que j'ai mon triangle, vous voyez que j'ai les angles alpha 1, alpha 2, alpha 3 qui sont des angles à calculer. J'ai ma droite
incliné qui est mon parement X, donc le X en orange brun, c'est la longueur de mon parement oblique, où s'appliquerait P1, mais mon but c'est de savoir où ça s'appliquerait. Donc par rapport à ça, comme vous le voyez ici, je vais d'abord calculer les angles alpha 1, alpha 2. Donc je sais que la hauteur verticale c'est 8 mètres et 2 mètres pour la distance de la base du triangle. Pour calculer alpha 1, je passe par l'application de la tangente en disant que c'est le côté opposé sur l'adjacent, donc c'est 2 sur 8, 1 quart. Pour trouver l'angle, je fais l'arc tangente de cette réponse et j'ai 14 degrés. Donc si j'ai 14 degrés ici, j'en ai 90, pour arriver à 180, alpha 2, il m'en faudra 76. Tout cet angle, c'est 180 degrés, c'est un angle plat. Donc si j'ai déjà 20 degrés ici, j'en ai 76 là, pour alpha 3, il m'en reste 84. Donc on voit déjà que alpha 1 qui vaut 14 et ça qui vaut 20 degrés, je ne peux pas dire réellement tel quel ma hauteur c'est la distance x. Donc pour ça, il fallait calculer l'angle alpha 1. C'était nécessaire. Pour trouver x, je passe par Pythagore, ça c'est pas très compliqué. Et j'ai plus que maintenant qu'à repartir sur le triangle que j'ai créé. Donc celui-ci, vous voyez, le côté x, cette petite distance-ci, et enfin la distance H1. Et dans ce triangle, je sais que j'ai ici un angle droit comme ici, et je vais passer par la valeur de alpha 3 en me disant que le sinus de alpha 3 c'est H1 sur l'hypoténuse qui vaut x. Donc H1 c'est x fois le sinus de alpha 3. Et je trouve 8,2 qui est la réponse que vous avez dans votre résolution. Donc grâce à ça, dans le calcul qui m'était demandé pour trouver la valeur de P1, j'ai qu'à remplacer la valeur H1 par 8,2 et j'ai ma réponse. C'est la valeur de 143,5 kN. Et comme je vous l'ai dit, cette force P1 s'applique au tiers de la hauteur H1 et dans la continuité, ici, on sera au tiers de la distance oblique X pour savoir son point d'application sur notre mur. Toujours comme je vous ai dit, quand vous avez une force oblique, décomposition en deux composantes, une horizontale, une verticale. J'ai ma force P1 qui est inclinée de 20 degrés par rapport à l'horizontale, puisque c'est l'inclinaison du diagramme. Et j'ai P1 fois sinus 20 pour la composante verticale, composante horizontale, P1 fois cosinus de 20 degrés. Donc voilà l'entièreté de mes forces calculées. Je vais pouvoir maintenant passer au calcul des bras de levier. Pour la composante de G qui est le poids du mur, c'est la formule générale, j'arrive à 1,32. Pour Rx, ça passe par l'origine, donc pas de bras de levier. Et la force 3RY, 1,5 mètres. Pour la force 4, on a F qui est à 5 mètres. Et alors, vous voyez ici, dans la continuité, je suis à 8 mètres divisé par 3 pour trouver la valeur de 2,68 mètres. Et alors, pour le calcul de P1Y, là, il faut passer par l'artifice de calcul qui permet de trouver réellement combien vaut cette valeur. Voici par la suite les deux premières équations d'équilibre. Donc je sais trouver la valeur de RY qui vaut 549,1 kN. Donc j'ai la première des deux composantes pour trouver la force R et il va falloir que je repasse par l'étude du moment pour vraiment passer une étape
et arriver au calcul de la force F que je remplacerai dans la première équation. Donc voilà l'équation de moment. Donc j'ai l'effort RY, F et P1X qui font tourner l'objet dans le sens inverse aiguïsement, donc c'est négatif. Et les autres sont positifs. Donc avec ça, j'atterris à la force de F qui vaut 76,32 kN mais pris de manière négative. Donc c'est pas grave, je vais remplacer ça pour trouver Rx et j'ai directement la valeur via la première équation là-bas pour la valeur de F. Rx au final vaut 49,53 kN et par Pythagore je trouve la force R. Donc voilà le résultat final obtenu pour F et R. Même chose, ça reste les mêmes remarques et conclusions par rapport à ce que l'on connaît déjà d'avant dans les autres exercices. Si on doit conclure là-dessus en disant que bien évidemment F doit être matérialisé et représenté sur le schéma avec un sens opposé à celui qu'il est, et pour R c'est le sens représenté sur le schéma avec l'intensité que vous avez ici en valeur numérique.